À l'âge d'or d'Hollywood, les grands studios comme MGM, Warner Bros., 20e siècle Fox, Paramount et RKO exerçaient un contrôle strict sur leurs stars sous contrat. Si un acteur ou une actrice allait à l'encontre du studio pour une raison quelconque, que ce soit en refusant un rôle, en exigeant un script ou une approbation de casting, ou en demandant plus d'argent, ils faisaient souvent face à des représailles rapides et sévères. Les studios pouvaient les suspendre sans salaire, refuser de les choisir pour des projets de qualité, ou même les diffamer dans la presse. Voici les pires punitions que les acteurs hollywoodiens ont dû affronter en coulisses. Chassés d'Hollywood. Une forme de contrôle utilisée par les studios était la redoutable suspension. Si un acteur refusait un rôle ou contestait la décision du studio, il pouvait être suspendu sans salaire et interdit de travailler pour quelqu'un d'autre. Cela retenait effectivement leur carrière en otage. La légendaire actrice Bette Davis a fameusement bataillé contre Warner Bros. Dans les années 1930 lorsqu'elle estimait que certains rôles étaient en dessous d'elle. Elle les a poursuivis en justice et a perdu, ce qui a conduit à plusieurs suspensions. Une autre tactique était le prêt, où un studio envoyait une star rebelle à une société de production de moindre importance, souvent pour un projet moins prestigieux. Le but était de les maintenir dans un emploi du temps exigeant et de rappeler aux autres que la désobéissance avait des conséquences sérieuses. Au-delà de Bette Davis, il y a eu d'autres cas qui ont mis en lumière ces pratiques punitives. Olivia de Havilland a mené une bataille juridique historique contre Warner Bros. Concernant la durée de son contrat, obtenant finalement une victoire qui a contribué à remodeler les contrats d'Hollywood. Même James Cagney a été suspendu lorsqu'il s'est opposé à des rôles qu'il jugeait inappropriés. Ces mesures strictes n'étaient pas les seules utilisées pour maintenir les stars en ligne, mais elles se distinguaient certainement comme certaines des plus paralysantes. En contrôlant chaque aspect de la carrière d'un artiste, depuis le choix des projets jusqu'à dicter le comportement personnel, les studios maintenaient effectivement une culture de peur et de soumission, garantissant que la plupart des stars restaient dans leurs voies assignées et questionnaient rarement le système. Bette Davis contre Warner Bros. Dans les années 1930, Bette Davis devenait une star à Hollywood, mais elle faisait face à un grand problème. Elle travaillait pour Warner Bros. Studios, et il continuait à lui donner des rôles dans des films qu'elle jugeait pas à la hauteur de ses talents. Elle savait qu'elle pouvait faire mieux, des rôles plus exigeants, mais le studio ne voulait pas écouter. En 1936, Davis a décidé de faire un pas audacieux. Elle a voyagé jusqu'en Angleterre en espérant que cela romprait son contrat avec Warner Bros. Elle croyait qu'en travaillant sur des films anglais, elle pourrait échapper au contrôle du studio et trouver de meilleurs rôles. C'était un énorme risque pour une actrice à cette époque parce que les grands studios hollywoodiens avaient presque un contrôle total sur leurs acteurs, mais Warner Bros. N'allait pas la laisser partir facilement. Ils l'ont poursuivie en justesse, disant qu'elle avait rompu son contrat en partant. Le procès était un événement majeur à Hollywood à l'époque. Davis s'est battue avec acharnement, affirmant que le studio la traitait injustement en ne lui offrant pas de bon rôle, mais finalement, elle a perdu le procès. Quand Davis est revenu à Hollywood, Jack Warner, le directeur de Warner Bros., voulait lui donner une leçon. Chaque fois qu'elle refusait de prendre des rôles qu'elle n'aimait pas, il la suspendait, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas travailler du tout et ne serait pas payée. C'était sa façon de montrer aux autres acteurs ce qui arriverait s'ils essayaient de se battre contre le système des studios. Mais voici où l'histoire prend un tournant intéressant. Même si Davis a perdu son procès, sa position courageuse a en réalité mené à quelque chose de positif. Warner Bros. A commencé à réaliser qu'il devait mieux la traiter s'il voulait la garder heureuse et obtenir ses meilleures performances. Ils ont commencé à lui offrir des rôles plus forts et plus difficiles. L'un de ses meilleurs rôles est venu en 1938 quand elle a joué dans un film appelé Jezebel. Ce film et d'autres qui ont suivi ont aidé Bette Davis à devenir l'une des actrices les plus respectées et célébrées de son époque. D'une certaine manière, même si elle a perdu la bataille au tribunal, elle a gagné la guerre plus importante en prouvant sa valeur et en forçant le studio à reconnaître son talent. Rien à manger pendant des jours. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, les apparences étaient primordiales et de nombreux studios exerçaient un contrôle presque total sur l'apparence de leurs stars, notamment des actrices. L'un des exemples les plus tragiques fut Judy Garland, qui a commencé sa carrière à un jeune âge et s'est rapidement retrouvée à la merci d'exigences alimentaires strictes. Les dirigeants de studios étaient inquiets de la prise de poids et du vieillissement, persuadés que même des changements physiques mineurs pouvaient nuire à l'attrait du box-office. Garland a plus tard décrit avoir été nourri de pilules amaigrissantes pour freiner son appétit et augmenter son énergie, en plus d'un rationnement strict des repas. Des assistants la surveillaient de près, confisquant la nourriture si elle dépassait son allocation quotidienne. Ce n'était pas un cas isolé. De jeunes femmes,
Les femmes entrant dans l'industrie devaient souvent subir des pesées incessantes et des contrôles de beauté. Quelque chose d'aussi naturel que quelques kilos en trop ou de l'acné pouvait entraîner des réprimandes et de réelles menaces, comme la suspension sans rémunération. La pression pour se conformer à des standards de beauté rigides obligeait parfois les actrices à porter des corsets inconfortables ou d'autres vêtements serrés sur le plateau pendant de longues heures, provoquant des ecchymoses et même des difficultés respiratoires. Pourtant, elles avaient peu de choix que de supporter ces conditions, car défier ces normes pouvait compromettre toute leur carrière. Au fil du temps, les dommages n'étaient pas seulement physiques, mais profondément psychologiques. De nombreuses actrices ont développé des troubles alimentaires et ont dépendu de médicaments sur ordonnance, certaines pour rester minces, d'autres pour faire face au stress constant. L'obsession d'Hollywood pour la jeunesse et la silhouette parfaite signifiait que des facteurs simples comme vieillir, subir des changements corporels naturels ou simplement avoir besoin d'un repas normal devenaient des sources d'anxiété. Bien que ces histoires puissent sembler incroyables selon les normes modernes, elles révèlent à quel point les studios manipulèrent profondément leurs artistes, les façonnant en personnalités de stars, souvent au détriment de leur santé et de leur bien-être. Fin de carrière. Refuser les avances d'un puissant dirigeant de studio pouvait signifier la fin de la carrière d'une actrice. Les rôles disparaissaient du jour au lendemain, et le téléphone cessait simplement de sonner. Le canapé de casting était un secret de polichinelle. Prendre la parole et vous risquiez la mise sur liste noire. Un exemple souvent cité est celui de Joan Collins, qui a affirmé avoir perdu le rôle convoité de Cléopâtre au profit d'Elizabeth Taylor, après avoir repoussé la proposition d'un dirigeant de Fox. Dans son récit, au moment où elle a décliné son invitation, elle a senti l'atmosphère se glacer. Bientôt, le rôle s'est éclipsé comme s'il n'avait jamais été proposé. Les premières années de Judy Garland à MGM étaient assombries par des rumeurs de comportement inapproprié de la part du directeur du studio Louis B. Mayer. Bien que Garland n'ait jamais détaillé explicitement toutes ses expériences en public, les biographes ont noté son malaise à son égard. De même, Shirley Temple a écrit dans son autobiographie à propos d'un incident troublant avec un producteur qui a fait des avances non désirées. Elle est partie en furie, choquée et furieuse, pour ensuite sentir un changement froid dans la façon dont elle était traitée par la suite. Des murmures de rétribution résonnaient dans les couloirs de Hollywood, laissant les actrices bien conscientes des conséquences de dire non. Les studios détenaient le pouvoir d'enterrer des carrières prometteuses sous des scandales fabriqués ou pire, de simplement écarter l'actrice entièrement. Des récits contradictoires et un code du silence ont caché ces histoires pendant des décennies. Mais le message était toujours clair. Capituler ou souffrir. Malgré la menace de ruine, certaines ont refusé et en ont payé le prix fort. Pourtant, ce faisant, elles ont ouvert la voie aux générations futures pour mieux résister à ces abus, ébranlant les traditions les plus sombres d'Hollywood. Conditions abusives pour les acteurs enfants. Dans le monde des années 1930 et 1940, Hollywood présentait souvent le vedettariat enfantin comme un rêve de conte de fées. Mais la réalité dans les coulisses pouvait être terriblement dure. Avec peu de réglementation du travail ou de groupes de défense pour les protéger, les acteurs enfants se trouvaient à la merci des chefs de studio, des réalisateurs, et même de leur propre famille. L'un des premiers et des plus notoires exemples est Jackie Coogan, connu pour sa performance aux côtés de Charlie Chaplin dans Le Kid. Bien qu'il ait gagné des sommes considérables pendant sa jeunesse, la mère de Coogan et son beau-père ont dépensé la majeure partie de sa fortune, le laissant presque sans le sou à l'âge adulte. Ce cas était si flagrant qu'il a entraîné la création de la loi Coogan, qui exige légalement qu'une partie des revenus d'un enfant acteur soit mise de côté jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Encore, de nombreux enfants sont passés entre les mailles du filet avant que de telles protections ne deviennent la norme. Shirley Temple, sans doute l'une des plus grandes stars enfantines de l'histoire, se souvenait comment les réalisateurs criaient parfois sur les jeunes interprètes ou les rabaissaient pour provoquer des larmes ou des réactions émotionnelles à l'écran. Bien que n'étant pas toujours de nature physique, ces tactiques pouvaient être dévastatrices pour l'estime de soi et la santé mentale d'un enfant. Et dans des cas extrêmes, des rumeurs ont émergé sur des réalisateurs qui tapaient ou donnaient des fessées aux enfants acteurs pour les faire coopérer ou exprimer une certaine émotion. Bien qu'il soit difficile de confirmer les détails spécifiques, de telles anecdotes soulignent le déséquilibre de pouvoir rampant à l'époque, lorsque les studios considéraient souvent les enfants acteurs comme de simples marchandises remplaçables. En plus de l'abus verbal et parfois physique, ces jeunes artistes étaient tenus de travailler de longues heures exténuantes, dépassant parfois largement ce que les règlements, s'il en existait, permettaient. Les répétitions et les horaires de tournage s'étendaient tard dans la nuit, laissant peu de temps pour dormir, étudier ou simplement être un enfant. Avec des pauses limitées et des exigences constantes de performance de premier ordre, de nombreux enfants ont ressenti un épuisement physique, une tension émotionnelle,
Et les maladies liées au stress, clause de moralité et intrusion dans la vie personnelle. Tout au long de l'âge d'or d'Hollywood, les studios ne se contentaient pas de dicter ce qui se passait sur le plateau. Ils essayaient aussi de contrôler la vie des stars hors caméra grâce à ces clauses de moralité dites. Ces stipulations contractuelles donnaient aux studios une autorité étendue pour surveiller les comportements qui pourraient ternir leur image soigneusement cultivée. Quelque chose d'aussi simple que de visiter le mauvais club de nuit ou d'être vu avec une personne de réputation douteuse pouvait entraîner des ennuis pour une star. Dans les cas extrêmes, des rumeurs ou même des insinuations sur la sexualité, surtout concernant les identités queer, pouvaient mener à un boycott ou à des revers de carrière dévastateurs. La pression était particulièrement sévère pour les actrices qui devenaient enceintes hors mariage. À une époque où la maternité célibataire était largement stigmatisée, les studios forçaient parfois les femmes à subir des avortements secrets, ou les envoyaient en vacances prolongées, pour cacher à la fois la grossesse et la naissance au public. Ces procédures médicales forcées, autrefois considérées comme un mal nécessaire pour protéger l'image d'une star, sont désormais reconnues comme profondément invasives et abusives. Tout aussi troublantes étaient les méthodes de surveillance approuvées par les studios. Des détectives privés étaient parfois engagés pour suivre les acteurs, fouiller dans leur vie personnelle et collecter des détails compromettants. Si une star était surprise en train de faire quelque chose pouvant être considéré comme immoral, la menace de scandale pesait souvent sur elle comme une épée, la poussant à se conformer à ce que le studio exigeait. Les réalisateurs et les dirigeants utilisaient ces révélations potentielles comme levier, rappelant implicitement que le coût de la désobéissance pouvait être une humiliation publique ou la perte d'un contrat lucratif. Même Ava Gardner a subi un avortement en raison des clauses pénales de MGM. Pendant son mariage avec Frank Sinatra au début des années 1950, la star de cinéma Ava Gardner a subi un avortement, une décision largement motivée par son contrat avec le studio hollywoodien. À l'époque, MGM appliquait des clauses pénales pour les actrices qui tombaient enceintes, menaçant de les suspendre et de couper leur salaire si elles avaient un enfant. Selon le livre de Jane Ellen Wayne, Les filles en or de MGM, Gardner a expliqué qu'elle s'était sentie obligée de mettre fin à la grossesse, car elle devait maintenir ses revenus et sa carrière. Il semblerait que Sinatra n'ait pas été au courant de sa décision. Gardner a également noté que MGM avait organisé l'intervention à Londres et veillé à ce qu'elle reste secrète. Cette révélation illustre le contrôle strict que les grands studios exerçaient sur leurs stars sous contrat pendant l'âge d'or d'Hollywood. Les actrices faisaient face non seulement à des exigences concernant leur image publique, mais étaient également sous pression pour éviter la maternité de peur que cela n'interfère avec les calendriers de tournage ou leur attractivité perçue sur le marché. L'expérience de Gardner souligne comment les contrats de studio de l'époque pouvaient profondément influencer des décisions privées et déterminantes. Les acteurs étaient humiliés en public. Si une star était en conflit avec les dirigeants du studio, le service de presse du studio pouvait lancer des campagnes de diffamation contre elle dans la presse. Les faux pas dans la vie personnelle d'un acteur pouvaient être exagérés, ou des rumeurs pouvaient être lancées pour ternir leur réputation. Cette tactique servait d'avertissement aux autres artistes sous contrat. Obéissez ou risquez l'embarras public, selon les mots d'un célèbre paparazzi basé à Manchester, Aaron Parfitt. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Les gens pensent que nous sommes des vauriens perchés dans les arbres, mais ce sont les célébrités qui nous appellent. J'ai déjà passé des vacances avec des célébrités. La plupart d'entre elles sont des stars de télé-réalité. Nous allons en Espagne, photographions 6 séries de maillots de bain et les publions tout au long du mois. En réalité, la machine publicitaire d'Hollywood pouvait être impitoyable. Par exemple, lorsque Bette Davis s'est opposée à Warner Bros. Pour la liberté créative, des histoires sont rapidement circulées la présentant comme difficile. De même, lorsque Joan Crawford a quitté MGM, des fuites dans la presse ont amplifié ses prétendues exigences, nuisant à sa réputation. Les studios nourrissaient parfois les chroniqueurs de ragots avec des potins croustillants, vrais ou non, destinés à punir les stars rebelles. Ces récits exagérés de comportements de divas ou de scandales personnels ne concernèrent pas seulement la vente de journaux. Ils maintenaient l'équilibre du pouvoir. En qualifiant les acteurs francs de problématiques, les studios en faisaient un exemple, s'assurant que le reste du personnel reste en ligne. Le crime organisé était réel. L'histoire du crime organisé à Hollywood a pris une tournure sombre en 1969, lorsque des membres de la famille Manson sont entrés dans la maison de Roman Polanski, entraînant plusieurs décès. Cette violence a convaincu beaucoup de gens que le crime organisé avait des racines profondes dans l'industrie cinématographique.
Des recherches au fil du temps ont suggéré que l'influence du crime organisé à Hollywood perdure aujourd'hui. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, on croyait que le chanteur Frank Sinatra avait des liens avec le crime organisé, notamment à travers sa relation avec le chef de la mafia, Sam Giancana. En tant que membre du Rat Pack Entertainment Group, Sinatra se produisait souvent à Las Vegas, où des chefs mafieux assistaient fréquemment, alimentant les histoires sur les liens criminels de Hollywood. Des décès avec des explications floues ont alimenté ces histoires tout au long de l'histoire de Hollywood. Par exemple, le réalisateur de cinéma William Desmond Taylor a été tué en 1922, et son meurtre n'a jamais été élucidé. Des décès similaires inexpliqués d'acteurs et de producteurs au fil des ans ont amené les gens à soupçonner une implication criminelle. Des établissements hollywoodiens comme le Trocadero Night Club sont devenus des lieux où les stars de cinéma et les cadres de studio rencontraient des criminels notoires comme Mickey Cohen. La connexion entre Hollywood et le crime organisé a continué après l'âge d'or. Par exemple, lorsque le film d'horreur Massacre à la tronçonneuse est sorti en 1974, il a été distribué par Bryanston Pictures, une société que l'on soupçonnait d'avoir des liens avec le crime organisé. Il fallait être partie prenante de fêtes folles. Les fêtes sauvages étaient réelles, et il fallait en faire partie. Si vous refusiez, vous étiez puni. Dans les recoins ombragés des demeures hollywoodiennes, l'extravagance et le secret se mêlaient à l'ambition et à la peur. Le mot circulait parmi les acteurs en herbe. Pour gravir les échelons, il fallait assister à ces rassemblements exclusifs où les accords se scellaient autour de cocktails mêlés de stupéfiants et de menaces de chantage chuchotés. Ceux qui refusaient les invitations risquaient de perdre des opportunités ou se retrouvaient discrètement écartés des listes de casting. Lors de ces rassemblements, les producteurs puissants et les chefs de studio établissaient les règles. Entourés de sycophantes admiratifs, ils nourrissaient des désirs proches de la déviance. L'alcool coulait à flot et l'approvisionnement en substances illicites semblait inépuisable. Des rumeurs circulaient au sujet de rencontres forcées, de transactions d'argent pour acheter le silence et de la disparition silencieuse des dissidents du tissu social d'Hollywood. Les journalistes qui osaient enquêter de trop près recevaient souvent des rappels sévères pour se taire, parfois sous la forme d'interviews retirées ou de cartes de presse annulées. Des histoires persistent selon lesquelles aucune star n'était à l'abri des exigences de ces événements, indépendamment de leur image publique. Certains disent que la menace de scandale était un outil puissant utilisé pour obtenir la conformité ou forcer des faveurs sexuelles. La peur d'être mis sur liste noire, ou pire, pesait lourdement. Même aujourd'hui, un silence persiste autour des anciennes propriétés comme si les murs eux-mêmes se souvenaient. Bien que les temps aient changé, les échos de ces fêtes légendaires demeurent dans le folklore hollywoodien, servant de mise en garde pour quiconque désire être sous les projecteurs. La célébrité, dit-on, a l'habitude de cacher les secrets les plus profonds derrière sa façade glitzy. Méfiez-vous tous. Les auditions étaient publiques. Les auditions étaient publiques et éprouvantes. Vous deviez le faire devant de nombreux hommes. Même les actrices les plus emblématiques d'Hollywood ont enduré des épreuves terrifiantes sous les projecteurs aveuglants et un examen minutieux incessant. Susan Sarandon, adorée pour ses rôles dans Les Sorcières d'Eastwick et La Dernière Marche, a un jour raconté un souvenir glaçant de ses débuts de carrière. Conduite dans une pièce par quelqu'un qu'elle croyait capable de faire avancer ses perspectives, elle a été jetée de force sur un bureau. Choquée et secouée, Sarandon a refusé de laisser l'incident la définir, s'éloignant et ne regardant jamais en arrière. Un témoignage précoce de la cruauté derrière les portes closes. Amy Rossum, mieux connue pour sa performance enchanteresse dans Le Fantôme de l'Opéra, a fait face à un scénario tout aussi troublant. On lui a demandé de passer une audition en bikini, bien que le scénario ne comportait aucune scène de ce type. Lorsqu'elle demanda plus de contexte, elle reçut des réponses évasives, soulignant les tactiques d'exploitation utilisées pour diminuer les actrices en herbe. En refusant de se conformer, elle montra qu'il est possible de fixer des limites, même lorsque les dynamiques de pouvoir sont grossièrement déséquilibrées. Gwyneth Paltrow, désormais un nom bien connu, a également rencontré des avances inappropriées lors des auditions. Un directeur de casting a un jour proposé de déplacer leur rencontre dans un cadre privé pour terminer le reste, la laissant secouée et inquiète pour ceux avec moins d'influence ou de confiance. Ces histoires lèvent le voile sur les sombres réalités du processus de casting à Hollywood, révélant la force nécessaire pour les femmes afin de naviguer dans un système souvent parsemé de dangers cachés et d'intentions douteuses. Les animaux sont maltraités à Hollywood. Malgré de nombreuses célébrités qui prennent la parole en faveur des droits des animaux, des rapports inquiétants continuent d'émerger concernant la maltraitance des animaux sur les plateaux de tournage à Hollywood.
Ces incidents soulèvent des questions pressantes sur l'engagement de l'industrie envers le bien-être animal. Une controverse très médiatisée, déroulée en 2017 lors du tournage de A Dog's Purpose. Une vidéo divulguée semblait montrer un chien forcé d'entrer dans une eau agitée, suscitant l'indignation générale. Les enquêtes ultérieures ont révélé que les images avaient été montées de manière trompeuse, mais le tollé a souligné le besoin crucial de protocoles plus stricts sur les plateaux et de transparence. Malheureusement, la maltraitance des animaux sur les plateaux de tournage n'est pas nouvelle. Dans la production de Ben-Hur de 1925, des scènes choquantes ont été mises en scène, entraînant de dangereuses chutes de chevaux. De même, de nombreux westerns classiques ont présenté des cascades qui posaient des risques considérables pour les chevaux, privilégiant souvent le réalisme dramatique au détriment du bien-être des animaux impliqués. De telles révélations exposent un aspect troublant de la quête hollywoodienne du spectacle cinématographique, où les animaux peuvent être mis en danger. Bien qu'il y ait eu des efforts notables ces dernières années pour aborder ces problèmes, comme des mesures de surveillance plus robustes, l'industrie fait encore face à des défis importants. Alors que les spectateurs deviennent de plus en plus conscients, la pression s'accroît sur les studios et les réalisateurs pour adopter et appliquer des lignes directrices qui assurent le traitement humain des animaux dans chaque production. Ils font disparaître les choses. Dans les films d'action, nous voyons souvent des personnages qui aident les criminels à faire disparaître des preuves et des problèmes. Mais Hollywood a sa propre version bien réelle de ces personnes, connues sous le nom de fixeurs, qui travaillent pour faire disparaître les scandales et les histoires indésirables avant qu'elles n'atteignent le public. Ce monde secret a été mis en lumière en novembre 2002, lorsqu'un fixeur d'Hollywood nommé Anthony Pellicano a été arrêté. L'arrestation est survenue après l'enquête sur des menaces faites contre la journaliste Anita M. Bush. Elle travaillait sur des histoires sensibles concernant l'industrie du cinéma et un puissant agent hollywoodien nommé Michael Ovitz. À l'époque, elle enquêtait également pour savoir si de l'argent de la mafia avait été utilisé pour financer l'un des films de Steven Seagal. L'âge de l'innocence, exploitation des auditions. Le mauvais traitement des femmes à Hollywood est bien documenté, et beaucoup de ces pires exemples tournent autour de pratiques d'audition humiliantes et exploitantes au fil des décennies. Des actrices comme Megan Fox, Lena Headey et Charlize Theron ont toutes décrit des situations inquiétantes d'objectification lors de sessions de casting. Megan Fox s'est rappelé que lors de son audition pour Transformers, on lui avait demandé de laver une voiture pendant que Michael Bay la filmait de très près. Lena Headey, célèbre pour son rôle de Cersei Lannister dans Game of Thrones, a révélé que certaines bandes d'audition étaient souvent retirées en privé par des producteurs et réalisateurs pour des raisons personnelles douteuses. Charlize Theron a raconté une histoire troublante à propos d'une audition privée, où un réalisateur l'a accueillie chez lui en pyjama et l'a poussée à boire. Réalisant que la situation était inappropriée, elle a gardé sa détermination, refusant fermement de céder à ses demandes implicites. Ces récits montrent à quel point les actrices sont exposées dès le début et combien de courage il faut pour défier de telles pratiques prédatrices sur leur chemin. Bien que ces femmes aient finalement réussi, leurs épreuves restent des avertissements très vifs, des obstacles difficiles que de nombreuses femmes rencontrent encore à Hollywood. L'âge est plus qu'un simple chiffre à Hollywood. Jane Fonda a dit un jour « L'agisme est bien vivant, et Hollywood lui donne souvent raison. » Dans le monde du divertissement, les acteurs plus âgés, surtout les femmes, reçoivent moins d'offres d'emploi après un certain âge, généralement autour de 40 ans. C'est parce que Hollywood valorise fortement la jeunesse, croyant que les jeunes visages vendent plus de billets. Les actrices ressentent la pression de paraître jeunes, se tournant parfois vers la chirurgie esthétique ou des régimes stricts et de l'exercice. Même ainsi, l'âge rattrape et certaines parties deviennent interdites. Jane Fonda, qui a connu une carrière longue et réussie, a ouvertement discuté de la manière dont l'agisme l'affecte ainsi que d'autres comme elle. Le problème s'aggrave lorsque les studios s'attendent à ce que les actrices cachent leur véritable âge. Par exemple, les rumeurs sur l'âge de Margot Robbie ont suscité des remous, montrant à quel point Hollywood est obsédé par la jeunesse. Bien que des stars comme Meryl Streep continuent de réussir, elles sont des exceptions. Leur triomphe n'efface pas la réalité globale. La préférence d'Hollywood pour la jeunesse pousse les acteurs plus âgés à la marge et montre clairement que l'âge n'est pas qu'un simple chiffre dans le show business. Exploitation organisée lors de soirées. Tard un soir, une jeune actrice, nouvelle à Hollywood, a été invitée à un manoir perché dans les collines pour ce qu'elle croyait être une occasion de rencontrer des producteurs influents. Au lieu de cela, elle est entrée dans un monde de décors somptueux, de champagne à profusion et de mises en garde murmurées par d'autres invités.
Des rumeurs circulaient dans la foule. Les personnes influentes utilisent ces fêtes pour contrôler les carrières, et quiconque refuse leurs avances risque d'être rejeté dans l'industrie. Tout au long de l'histoire d'Hollywood, de tels récits de rencontres secrètes ont persisté. Un exemple bien connu est Heidi Fleiss, appelée la maquerelle de Hollywood, qui dans les années 1990 a géré un réseau de prostitution de luxe qui servait des clients puissants. Lorsqu'elle a finalement été arrêtée, le scandale a levé le voile sur une scène sociale élitiste, remplie d'argent, de manipulation, et d'histoires d'acteurs et de mannequins exploités. Beaucoup de gens ont été choqués d'apprendre que les fêtes remplies de célébrités pouvaient également être pleines de dangers cachés. Même aujourd'hui, des allégations continuent d'émerger contre des noms célèbres, rappelant à tous que derrière le glamour, une face plus sombre peut se cacher. Alors que certaines célébrités écartent ces récits comme de simples commérages, d'autres insinuent que la véritable vérité est bien plus inquiétante. En fin de compte, ces histoires rappellent vivement que l'image éclatante de Hollywood peut cacher des secrets troublants sous sa surface luxueuse. Le prix de la perfection. Dans une industrie où l'image perçue d'une personne est le fondement de sa célébrité, il n'est pas surprenant que les célébrités aillent à des extrêmes pour atteindre la perfection. De la poursuite d'une perte de poids rapide à la multiplication des interventions esthétiques, ces méthodes comportent souvent un prix caché, des risques sérieux pour la santé. Au fil du temps, les célébrités féminines ont tout essayé. Marilyn Monroe, largement considérée comme l'incarnation de la beauté, a secrètement lutté contre un trouble alimentaire qui l'a hantée pendant une grande partie de sa vie. Elle a dû faire face à la pression incessante de maintenir sa silhouette célèbre, un fardeau qui s'est intensifié avec sa notoriété croissante. Ces dernières années, la prévalence des troubles alimentaires n'a fait qu'augmenter parmi les stars d'Hollywood. L'actrice Naomi Watts a avoué s'être pratiquement affamée pendant plusieurs jours avant un événement sur le tapis rouge. Tout cela pour obtenir un look impeccable sous les flashs des caméras. Tragiquement, certains artistes ont sombré dans la dépression, le poids de la tension physique et émotionnelle révélant une autre vérité cachée de l'industrie cinématographique. Alors, la prochaine fois que vous voyez des actrices posées dans des robes scintillantes, rappelez-vous que beaucoup d'entre elles luttent en coulisses. Derrière chaque sourire éclatant et chaque occasion photo parfaite, il peut y avoir un combat contre le doute de soi, des régimes extrêmes et le stress mental, le coût silencieux de l'adhésion aux normes de beauté exigeantes d'Hollywood. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Hollywood avait des façons étranges de fonctionner. La guerre était une grande affaire pour les studios. La Première Guerre mondiale a provoqué un essor majeur dans l'industrie cinématographique américaine. Le public cherchait à la fois une échappatoire à la dureté de la vie quotidienne et des mises à jour fiables sur les événements du front, des besoins que Hollywood a comblés en produisant des films légers, ainsi que des actualités diffusées dans les cinémas. Pendant ce temps, la production cinématographique européenne a ralenti à cause des combats, laissant aux studios américains la possibilité de dominer le marché. Cette forte demande a également conduit à des progrès technologiques plus rapides, aidant Hollywood à croître encore plus. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les célébrités ont joué un rôle actif dans le soutien à l'effort de guerre. Bette Davis a fondé le Hollywood Canteen. Quelques stars ont poussé l'engagement un peu plus loin en s'engageant dans l'armée. Clark Gable, Jimmy Stewart et Leslie Howard ont tous rejoint les forces armées, tandis que le dévouement de Marlène Dietrich envers les troupes lui a valu la médaille présidentielle de la liberté. Dans les deux guerres mondiales, les films et les stars de cinéma ont joué des rôles significatifs. Ils ont offert une distraction, remonté le moral et influencé la perception publique, montrant à quel point Hollywood est devenu profitable et influent lorsque le monde était en guerre. Les chroniqueurs de potins ont endommagé des réputations. L'un des nombreux moyens par lesquels les studios contrôlaient les stars et leur image était à travers les puissantes plumes empoisonnées des chroniqueurs de potins Hedda Hopper, une ancienne actrice, et Louella Parsons. Les carrières de Hopper et Parsons dépendaient entièrement des informations fournies par les studios. Des exemples de leur travail incluent la couverture fréquemment négative de Hopper sur Charlie Chaplin à propos de sa politique, d'un procès en paternité controversé et de son mariage avec une jeune femme de 18 ans, alors qu'il en avait 54. Son travail a contribué à empêcher Chaplin d'entrer aux États-Unis en 1952. Parsons a également ruiné l'image irréprochable d'Ingrid Bergman en révélant sa liaison avec Roberto Rossellini. Ils se sont finalement mariés. Hopper et Parsons se querellaient également entre eux. Les deux étaient amis, mais les studios les ont transformés en ennemis acharnés, les opposant l'un à l'autre comme ils l'ont fait avec des stars comme Bette Davis et Joan Crawford. Le but était le contrôle, et c'était très efficace. La professeure Moya Lockett de l'Université de New York a expliqué à Vanity Fair.
Ce qu'ils ont fait était à certains égards plus difficile que ce que nous avons aujourd'hui. Ils étaient très sophistiqués pour donner l'impression qu'il y avait un reportage indépendant et qu'il y avait une possibilité d'obtenir la vérité par un jour.